14h30, ça y est. Est-ce qu'on attend peut-être une petite minute en plus ou... On peut attendre une petite minute en plus, je pense. Ouais, du temps. Voilà, il y a d'autres participants là qui se connectent, je vois encore. Peut-être une minute en plus. Bonjour Dominique. Ok, bon, allez, on va démarrer. Donc, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes présents pour vous présenter un webinaire sur l'assessment et plus particulièrement sur les mesures des soft skills et détection de potentiel des éléments stratégiques pour sécuriser les recrutements. Donc, quelques petites règles présentes avant d'aborder ce webinaire au vu du nombre de participants. Donc, vos micros seront coupés, vos caméras également. Par contre, on vous invite donc à interagir avec nous sur le chat. Donc, je serai présente en fait pour communiquer vos questions, vos interrogations, voilà. Donc, deux intervenants aujourd'hui. Donc, Frédéric Kochter, qui est expert en assessment chez HR Consultancy Partners, qui est donc un cabinet de conseil RH du groupe Randstad France. Et Sandrine Escuriol, qui est consultante donc senior en recrutement au sein du cabinet Randstad Search, donc qui est le cabinet de recrutement des cadres et dirigeants du groupe Randstad France. Donc, dans ce webinaire-là, nous allons aborder donc effectivement ce qu'est l'assessment, de quoi parle-t-on quand on parle d'assessment. Ensuite, on parlera des soft skills comme un indicateur de potentiel et de réussite professionnelle. On évoquera aussi quelques exemples d'outils d'évaluation, donc sur les motivations et autres. On parlera de la gestion des talents et ensuite, Sandrine Escuriol nous partagera les expériences clients qu'elle a eues. Voilà, je laisse la parole à Sandrine. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, le cabinet Randstad Search est le cabinet de recrutement et d'approche directe du groupe Randstad. Nous intervenons sur le recrutement de profils cadres, experts et dirigeants. Donc, aujourd'hui, le cabinet Randstad Search est présent sur 33 bureaux répartis sur l'ensemble du territoire pour être vraiment présent au plus proche de nos clients et pour avoir une très bonne connaissance du bassin d'emploi. Nous avons aujourd'hui 80 consultants RH et 22 chargés de recherche qui nous accompagnent également sur nos recrutements pour gagner en efficacité et en réactivité. Nous intervenons sur 7 secteurs. Donc, premier secteur, banque assurance. Deuxième secteur, l'IT, qui se développe énormément. Le troisième secteur, la finance RH juridique. Le quatrième secteur, commerce, retail, marketing. Le cinquième secteur, tout le domaine de l'ingénierie et l'industrie. Le sixième secteur, le BTP. Et bien sûr, nous intervenons sur le public et parapublic, notamment auprès de communautés de communes, de mairies, etc. Voilà. Donc, nous avons un peu plus de 1400 entreprises aujourd'hui qui nous font confiance, entreprises dans tout domaine d'activité. Nous travaillons beaucoup avec la PME et PMI aujourd'hui. En 2020, nous avons effectué un peu plus de 1700 missions sur l'ensemble du cabinet. Voilà. Donc, notre process de recrutement. Donc, en effet, dans le process de recrutement et d'évaluation, qui est déjà aujourd'hui extrêmement poussé et qualitatif, qui passe par un audit précis chez nos clients, afin de bien définir les attentes de nos clients en termes de compétences techniques, savoir-être. Ensuite, une présélection de nos talents, une évaluation rigoureuse également de nos talents, par des entretiens approfondis, des prises de référence. Nous avons la possibilité aujourd'hui de proposer l'Assessment Center dans notre process de recrutement afin de sécuriser bien sûr les recrutements et faciliter l'intégration
faciliter l'intégration de nos nouveaux talents par des conseils en développement. Donc, je laisse la parole à Frédéric pour vous présenter l'Assessment Center. Merci. Merci Sandrine. Bonjour à tous et à toutes. Avant de vous poser la première question que j'ai préparée pour vous via un sondage, je voulais juste ajouter un mot me concernant. Donc, si de temps en temps, il y a une pointe d'accent qui apparaît dans mon discours, n'ayez pas peur. Donc, je suis belge d'origine et je travaille depuis 15 ans en France. Donc, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'évaluation et l'accompagnement au développement. Et donc, c'est pour ça qu'on me nomme expert en assessment, puisque c'est mon cœur de métier et ça fait plus de 20 ans que je développe des outils psychométriques ou que j'accompagne des entreprises dans l'évaluation des soft skills ou des compétences comportementales, comme on peut aussi les appeler. Et donc, ma première question, c'est, afin de faire un point de sondage, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour sécuriser le recrutement d'un collaborateur et assurer sa réussite à long terme dans sa fonction ou dans les fonctions à venir? Et j'invite Mélanie à lancer le sondage pour que je puisse voir quelles sont les pratiques qui sont les vôtres aujourd'hui dans vos organisations, dans vos entreprises. Voilà, les personnes sont en train de Ok, parfait. répondre. Pour l'instant, il y a une réponse qui est beaucoup plus cliquée. Ah, quelle est cette réponse qui est bien marquée? La première. Nous réalisons des entretiens en interne. D'accord, ok. Ok, j'attends encore un peu. Tout le monde a répondu? Alors écoute, 67%, 70% ont voté, ça augmente encore un petit peu, donc peut-être qu'on attend un petit peu. 72. Quel est le top 3? Ok, bah écoute, donc première réponse, nous réalisons des entretiens en interne. Deuxième, nous faisons passer des tests. Troisième, nous externalisons les entretiens via un cabinet. Donc Okay. quasi la totalité là, des personnes ont voté. Je vais fermer le sondage. Ok. Bon. Voilà, 87%, nous réalisons des entretiens en interne. 36%, nous faisons passer des tests. 13%, nous externalisons les entretiens via un cabinet. Ok, parfait. Donc, j'essaye de passer au slide suivant. Voilà. Donc, merci pour la réponse à ce sondage. Mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer quelles sont les différentes formes d'évaluation ou de mesures qu'on peut avoir des soft skills ou des compétences comportementales. Donc, pour rappel, il y a beaucoup de définitions liées aux soft skills, mais moi, j'aime bien appeler ça une compétence comportementale, puisque ce qui fait souvent la réussite dans une fonction ou la réussite professionnelle, c'est la combinaison de connaissances avec la personnalité, les motivations et les aptitudes. Et pour pouvoir mesurer justement ces compétences comportementales, il existe plusieurs méthodes. Et c'est vrai que la plus répandue est de réaliser des entretiens. Et quand on réalise des entretiens, bien évidemment, ça dépend de la formation de la personne qui réalise l'entretien. Souvent, c'est l'intuition qui guide les pas, la connaissance du métier, bien évidemment aussi, parce que l'expertise est aussi importante dans beaucoup de postes et de fonctions. Mais si on voit l'impact de la mesure de soft skills sur la réussite dans le travail, on voit que l'entretien non structuré ou l'entretien structuré permet de réduire le risque de se tromper dans la promotion
d'un talent ou dans son recrutement pour un poste donné de 30%. Alors, ce qui fait la valeur finalement et l'objectivité de la mesure, c'est le croisement des informations et la littérature scientifique le dit clairement, c'est que plus on croise l'information, plus on utilise des outils validés scientifiquement et psychométriquement parlant, plus on arrive à préciser la mesure des soft skills et des compétences, et donc plus on réduit le risque de se tromper à l'engagement. Ça, c'est en théorie, bien évidemment, parce que il existe aussi l'environnement dans lequel la personne va s'inscrire et il y a toujours évidemment un risque parce que l'environnement influence aussi la manière dont la personne va se comporter. Mais il est clair qu'en combinant les approches, on peut réduire assez fortement le risque de se tromper dans un recrutement ou dans une promotion interne. Et donc, on peut voir ainsi que l'entretien structuré réduit de 30% le risque de se tromper, une mise en situation utilisée seule de 40%, mais on peut aller jusqu'à 63% si on utilise la méthode structurée de l'Assessment Center, qui est un centre d'évaluation. Alors, quelle est cette méthode? C'est un peu l'objectif de ma présence. Quelle est cette méthode qui permet d'objectiver les soft skills ou les compétences comportementales et de sécuriser vos recrutements? Ça s'appuie sur en fait une évaluation multiple. Et multiple pourquoi? Parce que chaque soft skill est évalué par au moins 3 exercices différents. Ces 3 exercices différents sont aussi observés et évalués par plusieurs assesseurs, d'où le concept d'évaluation multiple. Et donc, on peut voir aussi, si vous regardez sur les extrémités de ce schéma, qu'il y a des exercices qui ont des valeurs différentes parce qu'il y a une collecte objective d'informations psychométriques et il y a une collecte subjective d'informations parce qu'elle est liée à nos filtres personnels, à la manière dont on perçoit les choses dans ce que la personne explique, qui elle-même perçoit les choses et ce qu'elle fait en fonction de ses propres filtres. Et on voit qu'après, une fois qu'on a pu collecter l'information de manière objective ou subjective, nous avons aussi des exercices qu'on peut interpréter de manière objective ou subjective et qui renforcent la valeur de la mesure. Et donc, quand je parlais d'évaluation multiple, en fait, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans un assessment center ou un centre d'évaluation qui mesure des soft skills? Ce sont plusieurs types d'exercices. Et nous en avons cartographié 4. Donc, ce sont les mises en situation. Ce sont des tests de raisonnement qui sont souvent réalisés online, en ligne aujourd'hui. Ce sont des questionnaires, les questionnaires de personnalité, de motivation, d'intérêt, de préférence. Il y en a de nombreux. Et il y a également l'entretien structuré, centré sur les compétences, justement. Donc, l'ensemble de ces éléments permettent justement de réaliser une analyse des comportements du talent concerné et d'observer un échantillon représentatif de ces comportements naturels ou appris. Et je vais vous expliquer le poids et la portée de chacun des exercices en détail un peu plus loin. Mais ce qui est sûr et ce qui est certain, c'est que cette méthodologie et le croisement de l'information et surtout aussi la qualité du soft skills qui est évaluée permettent justement d'objectiver un peu plus la manière dont la personne va se comporter dans le travail. Et donc là derrière, il y a une mesure prédictive du comportement, du talent dans sa fonction future et sa capacité aussi, puisqu'un soft skill ou une compétence comportementale est aussi évolutive, à pouvoir agir, apprendre, évoluer avec son environnement. Et donc là, on parle de potentiel, mais de nouveau, j'y reviendrai plus en détail tout à l'heure. Frédéric, juste pour compléter, l'assessment peut être fait à tout type de profil, que ce soit junior, senior. Oui, tout à fait. J'allais y venir donc en explicitant les différents exercices. Un assessment center, souvent, on en parle comme un outil qui est intéressant pour des profils cadres supérieurs. Pas du tout aujourd'hui. On peut l'appliquer dans différents contextes. Encore la semaine dernière, j'étais en train de réaliser un assessment center pour des chefs d'équipe dans un environnement industriel pour un personnel d'encadrement de première ligne. Et donc, on peut, par la testothèque et la casothèque que nous possédons, évaluer des profils de tout type, de tout niveau, dans tous les secteurs d'activité, puisque nous avons des exercices adaptés à chacun des secteurs d'activité et du niveau de fonction. Et donc, l'assessment center peut varier très fortement en temps, en fonction du niveau de fonction, du nombre de compétences, parce que plus on met de compétences ou de soft skills à mesurer, plus, vu qu'il y a un principe méthodologique,
on doit mettre des exercices pour pouvoir évaluer ses soft skills ou ses compétences. Donc, à nous d'être précis, d'aller chercher les compétences critiques, celles qui vont permettre justement la réussite dans la fonction, et d'évaluer celles-là et uniquement celles-là, et pas celles qui seraient bien d'avoir, mais simplement celles qui vont permettre d'atteindre les résultats attendus dans la fonction. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Mélanie? Je pense que oui. Et donc, l'Assessment Center, c'est un bon prédicteur parce qu'il y a différents types d'approches et donc les différents types de tests et d'exercices mesurent différents éléments. Donc, les tests de raisonnement qui ont une valeur prédictive assez élevée, mais très ponctuelle, c'est « je suis capable de ». On verra tout à l'heure quelques exemples concrets. Nous avons l'entretien structuré. J'insiste sur le fait qu'entre l'entretien structuré et non structuré, il y a une différence de valeur dans la mesure. Et donc là, je dis qui je suis. Ensuite, il y a les questionnaires, c'est j'expose ce que je veux, ce que je préfère, c'est la perception que j'ai de moi-même. Et puis après, il y a je fais, j'agis. Ce sont des simulations, des jeux de rôle qui mettent les personnes dans des situations nouvelles, non maîtrisées, limitées dans le temps, dans des situations ambiguës, et qui nous permettent de confronter le comportement de la personne dans ces jeux de rôle à ce qu'elle nous diffère habituellement dans le travail et de pouvoir justement trouver la juste nuance. Et justement, oui, dis-moi. Excuse-moi, on a une nouvelle question. Donc, chef d'équipe reste un niveau encadrant. L'assessment est-il applicable à des niveaux opérateurs? Alors, nous avons aussi, par exemple, quand on a une promotion interne d'opérateur vers chef d'équipe, c'est dans ce cadre-là qu'on réalise un assessment center, un centre d'évaluation. Et en général, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on applique comme programme? Parce que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de donner des exemples concrets. Un questionnaire de personnalité, puisque on verra tout à l'heure que la connaissance de soi est essentielle pour pouvoir progresser et faire évoluer ses compétences au travail au-delà des connaissances et des compétences métiers. On donne en général un exercice de management pour pouvoir évaluer sa capacité à gérer des personnes, mais on fait aussi des opérateurs qui deviennent conducteurs de ligne, par exemple, donc qui n'ont pas une responsabilité d'équipe, mais qui vont devoir prendre davantage de responsabilités. Et là, on peut avoir une batterie de tests qui mesure la capacité à apprendre, à évoluer dans la fonction et peut-être aussi de davantage améliorer ces techniques de communication et d'influence sur la ligne de production. Et donc, on a des programmes, donc c'est un programme qui dure 2 à 3 heures, qui peuvent vraiment évaluer toutes sortes de skills qui permettent d'acquérir les connaissances ou en tout cas la posture adéquate dans une fonction, quel que soit le niveau. Donc, j'en étais au jeu de rôle qui sont justement des exercices qui permettent de vérifier qu'entre ce que la personne dit faire et ce qu'elle fait réellement, il y a un match ou pas, et alors de chercher à comprendre pourquoi. Et donc, ça permet justement d'aller derrière l'évidence, l'apparence, et de pouvoir vérifier les éléments, les compétences, les soft skills, en termes d'analyse de l'information, résolution de problèmes, fonctionnement personnel, interpersonnel, ou de management quand il y a un rôle managérial dans la fonction. Que signifie le nombre de croix dans le tableau? Quelqu'un a posé la question. Alors, le nombre de croix correspond à la valeur prédictive de l'exercice ou de l'outil. Donc, c'est-à-dire qu'un test de raisonnement a une validité prédictive plus élevée qu'un entretien et encore plus qu'un questionnaire. Les jeux de rôle également. Donc, si on prend, et là je rentre dans des détails statistiques, une échelle de 0 à 1, la valeur d'une mise en situation sur une échelle de 0 à 1 vaut 0,3 par rapport à la mesure globale de la compétence ou du soft skills en termes statistiques. Et donc a plus d'impact. Donc la valeur de la mesure de ce qu'on peut observer dans la mise en situation a plus de poids que les questionnaires. Surtout si les questionnaires n'est pas suivi d'un débriefing qui permet de valider, de vérifier ce que le questionnaire fait ressortir de la perception qu'a la personne d'elle-même. Alors, il y a différentes formes de passation. Donc, juste avant le Covid, 80% de nos assessment centers étaient en présentiel, mais nous avions déjà une formule d'assessment à distance. Et je vais expliquer les 3 formules qui sont présentes ici. Et donc, aujourd'hui, on a inversé la tendance. On est plutôt à 80% d'assessment center à distance et 20% de présentiel. Alors, la formule à distance, c'est tout simplement les outils. Déjà, les questionnaires et les tests sont réalisés en ligne, mais les mises en situation, nous avons développées sous format digital, qu'on partage sur un drive, qu'on met à disposition du candidat à distance, et puis via le système de visio, qui peut être Zoom, Teams ou d'autres systèmes de visio, on réalise les jeux de rôle. Et on a pu éprouver la méthodologie depuis maintenant 1 an, et 2 ans, puisqu'on avait déjà commencé il y a 2 ans, mais avec beaucoup moins de volume. Et on peut dire que les résultats sont
sont probants et nous avons également fait des études pour pouvoir identifier si ça demandait plus de temps de préparation que de le faire de cette façon-là, s'il y avait toujours autant de motivation, et effectivement c'est le cas. Enfin, il y a aussi une solution qu'on appelle immersive. Alors immersive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on dispose aujourd'hui d'un outil d'assessment center sur base d'algorithmes où c'est complètement immersif parce que vous vous retrouvez face à une mailbox où vous devez gérer des mails, répondre à des attentes clients et tout d'un coup dans votre agenda Outlook ou Google, vous avez une visio avec un de vos collaborateurs ou avec un client et c'est en fait un consultant qui joue à un jeu de rôle. Derrière ça, vous avez un rapport sur base d'algorithmes qui permet en 48 heures de vous envoyer le résultat de l'Assessment Center. Donc c'est assez poussé, assez avancé, ça existe. Ce n'est pas encore très répandu, mais c'est possible aujourd'hui de réaliser des assessments selon ce format-là. Et enfin, je ne l'ai pas mis ici, mais il y a aussi tout ce qui est lié à la gamification, donc aux jeux vidéo, entre guillemets, mais je ne l'ai pas mis parce qu'en termes de valeur prédictive et de validité, ce n'est pas toujours prêt aujourd'hui, mais ça a le mérite auprès des populations plus jeunes de favoriser l'engagement dans le processus de recrutement et d'avoir une première présélection de candidats lorsqu'on a un gros volume de recrutement à réaliser. Voilà, dans certaines circonstances, ça peut être intéressant. C'est aussi lié à la marque employeur et à l'image de l'entreprise, mais ce n'est pas quelque chose qui scientifiquement, en tout cas aujourd'hui, a la valeur des outils que je vais vous présenter aujourd'hui. Juste avant, on a deux petites questions. Donc, bonjour. Quel est selon vous l'impact du fait que ce soit en distanciel et comment évaluez-vous la partie non verbale de la communication en distanciel? Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a au sein du groupe Randstad France, on fait des études par rapport à tout ça, puisqu'on pratique nous-mêmes l'assessment dans nos promotions internes et dans nos recrutements. Et on a pu voir que les résultats restaient identiques, que ce soit à distance ou en présentiel. Quant au non-verbal, quand vous êtes avec Zoom, par exemple, nous voyons très, très fortement le non-verbal. Donc, on peut identifier la manière de communiquer et les attitudes, la posture de la personne également via le système Zoom ou en tout cas en visio. On a pu l'expérimenter. Les retours des enquêtes de satisfaction qu'on réalise auprès des participants ou des talents qui sont évalués, en tout cas sont positifs et les retours par rapport au contenu du reporting qui est réalisé sont cohérents et on a toujours la même qualité de travail et de résultats selon les échanges qu'on peut avoir et les enquêtes de satisfaction que nous réalisons. Est-ce qu'il y avait une deuxième question ou c'était deux questions en une? Oui, c'était ça? Ça y est, c'est bon, je te remercie. Ok, parfait, super. Voilà, c'est à expérimenter. Parfois, il y a une petite crainte face à un assessment à distance, mais la crainte se dissipe très vite et on arrive à même, enfin, parce que c'est aussi notre volonté, hein, la qualité de l'accueil et la capacité à mettre à l'aise le participant, le talent dans un assessment à distance est essentielle, puisque ce qui fait aussi la qualité de la mesure quand on réalise un assessment center, c'est aussi lié à la motivation du participant, du talent qui réalise l'évaluation et à son engagement et à son implication dans cet assessment. Donc, c'est aussi notre travail à nous de donner et de mettre les personnes en condition pour pouvoir réaliser l'assessment au mieux, même si c'est à distance. Alors donc, du coup, notre vision de l'assessment, c'est quoi? C'est un outil qui permet une prise de conscience sur ses capacités et qui permet de préciser quelles sont ses forces comportementales ou où on en est par rapport à ses soft skills. C'est une méthode qui permet d'objectiver et de prédire dans une certaine mesure les comportements de demain, favorisant la bonne personne à la bonne place. Et il ne faut pas oublier que ce n'est pas qu'une seule évaluation, parce que ce qu'on essaye de faire aussi, et c'est pour ça qu'on parlait d'intégration dans le processus de recrutement tout à l'heure, c'est aussi un levier de développement. On ne se contente pas du constat de l'évaluation, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir aider la personne à évoluer, à grandir dans la fonction future ou dans la prise en main d'une fonction nouvelle à responsabilité plus étendue, par exemple, ou dans une fonction plus transverse. Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre et comment? Et donc, on donne aussi des conseils en développement à la personne, au talent concerné.
Et donc, j'en profite de parler de cette vision pour revenir sur les éléments de détail, parce que je vais déjà passer sur cette partie-là, et donc revenir sur la notion de soft skills ou de compétences comportementales, parce que c'est un pilier de la méthodologie, parce que si on n'a pas le bon profil de compétences comportementales, si on ne l'a pas paramétré au bon niveau de fonction attendu et de ses évolutions, la précision de la mesure, elle ne sera pas là. Et en même temps, on parle beaucoup de soft skills, on parle beaucoup de compétences comportementales, on parle aussi des compétences du futur, mais j'avais envie de repréciser tout ça pour moi et d'où ça vient, en sachant que pour moi, les compétences comportementales, elles sont évolutives, dépendant du potentiel et de l'agilité d'apprentissage du talent. Et donc, j'ai une question à vous poser. Selon vous, quelles sont les soft skills ou les compétences comportementales indispensables à sélectionner chez vos talents lorsque vous êtes dans le cadre d'une promotion interne ou d'un recrutement externe? Je vous invite à répondre par chat. Mélanie se chargera de me faire la synthèse. On a esprit d'équipe. Bien, oui. Résistance au stress. Oui. Adaptabilité, écoute. Empathie. Fiabilité, résilience, force de proposition, capacité à entraîner une équipe, empathie, esprit de service, polyvalence, loyauté, savoir dire non, envie d'apprendre, on retrouve encore empathie, Ouais. capacité à se remettre en question, résilience qui revient, hiérarchisation des priorités, capacité à prioriser les tâches, agilité, Ouais. assertivité, capacité à argumenter, créativité, communication, coopération, autonomie, Super. flexibilité, efficacité, confiance. Très bien. Plusieurs se recoupent, hein. J'entends souvent adaptabilité, Ouais. écoute, empathie et Intelligence de situation, bienveillance qui revient également, Ok. confiance, Ok, super. ténacité, bienveillance qui revient, humilité. Ok. Ok. Ouais. Super. Agilité. Super. Merci beaucoup pour Merci. vos réponses. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la pratique? En fait, j'ai envie de faire un bref retour en arrière car il existe en fait de nombreuses similitudes entre les compétences critiques d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Parce qu'on parle toujours des soft skills du futur, on dit il faut être agile justement, eh bien, on va en parler. Et donc, par exemple, Microsoft, dans les années 90, avait déjà fait une étude pour identifier les 4 compétences comportementales ou soft skills les plus importantes. Et les 4 qui ont émergé à l'époque étaient la créativité, la pensée critique, la communication et la collaboration. Et donc, on parle souvent des 4C si on utilise ce mot en anglais. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que ces compétences sont toujours au sommet du classement. Si on regarde par exemple le rapport sur l'avenir de l'emploi du Forum économique mondial. Et donc, ça fait déjà en plus plusieurs années que c'est ces 4 compétences comportementales. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut accorder une attention particulière aujourd'hui et encore plus demain à ces soft skills ou ces compétences comportementales? Parce que la vitesse et la complexité, selon moi, d'évolution des pratiques, des fonctions, même si ce n'est pas le cas dans tous les métiers, mais ça arrive régulièrement, a encore augmenté dans ce monde, pas uniquement lié au Covid, mais l'agilité d'apprentissage est vraiment devenue centrale selon moi. D'où l'intérêt de pouvoir mesurer cette agilité, parce que le monde il est en mutation rapide, et on recherche des employés agiles quelque part. Et donc, c'est un concept qui est souvent utilisé, où on y met beaucoup de choses, hein, parce que j'ai entendu tout à l'heure dans les propositions adaptabilité, j'ai entendu résistance au stress. Derrière agilité, certains mettent résistance au stress ou résilience, d'autres vont mettre adaptabilité, d'autres vont mettre capacité d'apprendre. Et donc, pour moi, c'est un concept qui est assez intéressant. Et donc, derrière l'agilité,
on pourrait l'utiliser comme dénominateur général pour justement identifier ces personnes capables de faire face à ce monde qui est en évolution constante, des collaborateurs finalement, et c'est ce qu'on appelait le potentiel avant, hein, qui intègrent rapidement des nouvelles matières et qui peuvent les mettre en œuvre aisément. Et c'est ça le potentiel et l'agilité d'apprentissage selon moi. Et donc, chez HRCP et dans le groupe Randstad, cette agilité, elle est présente de différentes façons et on n'a pas tous la même agilité. On a créé 5 dimensions. Donc, on a défini 5 dimensions de l'agilité d'apprentissage ou du potentiel. Et donc, pour nous, on peut avoir une agilité dans le changement. Et quand vous regardez ce qu'on met derrière l'agilité dans le changement, c'est-à-dire la curiosité, c'est celui qui recherche l'innovation, la créativité. On retrouve ces fameuses compétences dont on parlait tout à l'heure. On peut parler aussi d'agilité mentale, hein. Donc on pense à la pensée critique, c'est celui qui a envie d'analyser les choses en profondeur, qui aime bien comprendre, qui aime bien saisir les failles des systèmes en place et trouver des opportunités d'amélioration. Il y a aussi l'agilité relationnelle, hein. Tout à l'heure on entendait parler d'empathie, d'écoute, de travail en équipe, de communication. C'est ça aussi, l'agilité relationnelle, c'est l'ouverture aux autres, à leur intérêt, à leur point de vue, c'est la capacité justement à développer des talents et faire en sorte que chaque talent puisse s'exprimer en fonction de sa différence. Et enfin, on a l'agilité du résultat. L'agilité du résultat dans le sens où on est face là à des personnes plutôt ambitieuses, enthousiastes, qui aiment aller jusqu'au bout des choses et obtenir des résultats concrets. Et donc, on peut faire le lien, si on regarde ce que j'ai expliqué tout à l'heure, avec l'engagement, le vouloir agir, l'envie d'aller de l'avant ou la compétence qu'on peut appeler aussi orientation résultat. J'ai rajouté à ce modèle où on présente 4 formes d'agilité au bout du compte et qui sont mesurables au travers de la méthode d'Assessment Center que je vous ai présentée tout à l'heure. J'ai ajouté aussi la connaissance de soi, la capacité à se remettre en question. Et plus on se connaît, et pourquoi elle est importante pour moi, cette connaissance de soi, plus on se connaît, mieux on parvient en fait à identifier où sont nos forces et nos failles. Et donc, plus on arrive du coup à agir sur un levier de développement, comme si je me rends compte que je suis moins bon dans l'agilité au changement, qu'est-ce que je fais, comment je fais pour pouvoir renforcer mon agilité dans le changement. Et donc, ça pourrait être en tout cas, on a entendu beaucoup de soft skills, de compétences tout à l'heure, un modèle simple qui permettrait finalement d'identifier le potentiel de vos talents et de savoir où agir pour justement renforcer leur capacité à pouvoir travailler avec d'autres, de comprendre les relations et les raisons des comportements qui sont observés et ainsi de suite. Donc, voilà un modèle que j'avais envie de vous présenter et qui permet en tout cas de pouvoir mesurer l'agilité d'apprentissage selon différentes catégories et dimensions qui sont au nombre de 5 et qui reste un modèle assez simple selon moi. Donc voilà, on a parlé des soft skills, de ce qu'on peut mesurer et de comment on peut mesurer ces soft skills et celles qui sont plus spécifiquement liées au potentiel et à la capacité à apprendre ou à avoir envie d'apprendre et ainsi de suite. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais envie aussi de vous montrer quelques exemples de tests, puisque tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 4. Donc, le cœur, c'est les soft skills, c'est ce qu'on mesure. Et puis, il y a différents types d'exercices. Et donc, les tests de raisonnement en font partie pour moi. Et il y a différentes formes de tests, hein, de connaissances, mais ici, ce sont des tests de raisonnement, donc qui mesurent la capacité ou le potentiel des personnes indépendamment du savoir ou de l'expérience. C'est un bon indicateur sur le plan professionnel. Ça évalue aussi surtout comment vous évaluez les problèmes. Et donc, il y a différents types de tests de raisonnement. On peut avoir des tests de raisonnement numérique, et donc on peut identifier votre aptitude à pouvoir traiter des données chiffrées et de s'imaginer comment vous allez pouvoir aborder ce type de raisonnement lorsque vous serez dans votre fonction. On a également, il y a un lien avec les compétences, bien évidemment, à chaque fois. Il y a également le raisonnement verbal, hein, où on saisit les nuances de la langue française, et souvent, il y a un lien entre ce test et la compétence communication. Alors, c'est vrai, j'ai oublié de définir, mais le test, c'est un test. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises réponses, parce que le test est limité dans le temps, et qu'il faut allier rythme et rigueur pour pouvoir le remplir. Et donc, ça nous donne une indication sur la capacité des personnes à traiter des données chiffrées
à saisir les nuances dans la langue française. Tout à l'heure, on parlait d'un ouvrier, on pourrait avoir des principes mécaniques, de la logique déductive, de la vision spatiale par rapport à une commande numérique, des choses comme ça. Tout ça est possible et ces tests, évidemment, sont normés avec une population de référence qui permet de comparer les résultats du talent avec la population, l'échantillon à laquelle on le compare et qui est lié au niveau de fonction concerné. J'ai oublié de dire aussi tout à l'heure que dans un assessment, ce qui est important, c'est qu'on n'évalue pas le niveau de la personne. On évalue la personne par rapport au niveau de la fonction cible. Et ça, c'est important puisqu'on se projette toujours vers pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais ce qu'il va devoir faire demain. Et même s'il l'a déjà fait dans un environnement X, s'il est dans un environnement Y, ben, les conditions de travail et l'environnement dans lequel ça va s'inscrire et les attentes ne sont peut-être pas les mêmes. Et donc, c'est toujours la fonction cible qui est la norme d'évaluation. Alors, ben, j'ai parlé de questionnaire aussi tout à l'heure. Il existe plein de formes de questionnaires différents. Pourquoi c'est un questionnaire ici? Parce que justement, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Un questionnaire de personnalité, de motivation sur les styles d'apprentissage, c'est la résultante de la perception qu'a la personne d'elle-même. Et donc, il n'y a pas de limite de temps non plus, puisque ça reste un questionnaire, ce n'est pas un test. Et on demande simplement aux talents qui réalisent et doivent passer ce type de questionnaire d'être le plus spontané possible et de se référer à leur expérience professionnelle la plus récente pour pouvoir y répondre. Et donc, je vous ai mis deux exemples. Un exemple de questionnaire de motivation. Tout à l'heure, je vous parlais des facteurs de réussite professionnelle, je parlais des connaissances, je parlais des aptitudes, donc test de raisonnement par exemple, je parlais de la personnalité, questionnaire de personnalité, je parlais de motivation. Voilà tout l'intérêt d'avoir un questionnaire de motivation, c'est de pouvoir mesurer, comprendre qu'est-ce qui impacte positivement ou non sa motivation. Et donc ici, ce n'est qu'une partie du résultat du questionnaire. On voit que cette partie-ci mesure l'énergie et le dynamisme. Donc, qu'est-ce qui va mettre en mouvement, qu'est-ce qui va permettre à la personne de rester engagée et d'être motivé par rapport à la fonction et à l'entreprise concernée. Et on voit que il y a des flèches bleues. Plus la flèche bleue est grande, plus ça veut dire que l'impact est grand sur la motivation ou la démotivation du talent concerné. Et tout l'objectif du consultant est de débriefer ce questionnaire et de demander des exemples concrets pour comprendre, sur base de son expérience antérieure, de mesurer, ok, ça signifie rythme de travail, devoir travailler sous pression et faire face aux nombreuses exigences, en quoi c'est quelque chose qui le motive particulièrement, est-ce qu'il peut donner des exemples concrets qui permettent de bien sonder la motivation de ce collaborateur. Tout comme la peur de l'échec, par exemple. Ok, avoir peur d'échouer, d'être exposé à la critique et au jugement négatif d'autrui, c'est de comprendre ce qu'il y a là derrière. Et donc, ça veut dire quoi? Que si on lui fixe des objectifs trop élevés, il abandonne? Est-ce que ça veut dire qu'il veut satisfaire et donc il a peur de ne pas y arriver parce qu'il aura peur de décevoir? Et donc, de comprendre comment il fonctionne et l'impact de ces leviers de motivation pour pouvoir tenir, toujours engager la personne dans l'environnement et dans la fonction qu'il va occuper. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si je ne suis pas assez clair dans mes explications. Alors, évidemment, tout à l'heure, on parlait d'agilité d'apprentissage. C'est bien de mesurer l'agilité d'apprentissage, le potentiel, mais c'est aussi bien de comprendre comment on apprend. Et donc, assez systématiquement, dans les assessment centers, on rajoute un questionnaire sur les styles d'apprentissage qui mesure 4 styles d'apprentissage, qu'on appelle le cercle d'apprentissage de Kolb, et on a tous les 4, mais de façon différente, avec des accents plus marqués ou moins marqués. Et donc, on a l'expérience concrète. Vous pouvez vous imaginer ceux qui sont dans l'action, l'intuition, le vécu, et qui, on n'a pas encore terminé de donner l'instruction et sont déjà en train de réaliser, et puis ils font des allers-retours, et donc ce sont des personnes qui fonctionnent par essai-erreur. Et là, on vous conseille aussi sur la manière de pouvoir l'aider à apprendre en tenant compte de son besoin d'être dans l'action. Et donc, c'est de temps en temps vérifier avec lui qu'il a bien intégré tous les éléments de la consigne avant de se lancer dans la tâche, par exemple. Puis après, on a l'observation et la réflexion. C'est les personnes qui préfèrent analyser, observer avant d'agir. Et donc, ce sont des personnes qui aiment bien observer d'autres faire pour apprendre ou travailler en partenariat pour pouvoir justement intégrer la nouvelle façon de travailler ou la nouvelle connaissance qu'il doit acquérir. Conceptualisation abstraite, ce sont des personnes qui préfèrent la formation théorique, qui ont besoin
d'une théorie structurée, qui aiment lire aussi parfois et apprendre, comprendre le modèle sous toutes ses coutures avant de se mettre en mouvement. Et donc, ce sont des personnes qui parfois ont du mal à se mettre en action, qu'il faut un peu pousser pour avancer. Parfois, je dis, hein, donc tout ça est nuancé. Et puis, il y a l'expérimentation active. Ce sont ceux qui apprennent par déduction, qui aiment faire des exercices, des jeux de rôle, justement, qui aiment des formations actions, qui aiment avoir du coaching sur le terrain. Et donc, quand on donne ce questionnaire, dans le rapport et dans l'assessment, vous avez l'agilité d'apprentissage, vous avez le potentiel, vous avez la mesure objective des compétences, et on peut aussi vous guider, vous conseiller sur la meilleure façon d'accompagner dans la prise de fonction le talent pour qu'il puisse justement acquérir les compétences métiers ou les soft skills s'il y a encore un petit gap nécessaire pour atteindre les résultats attendus le plus rapidement possible. Alors, le dernier élément, et qui est un élément important selon moi, et qui fait toute la différence aussi, ce sont les exercices de simulation. Ce sont des mises en situation, bien souvent, interactives ou non, qui peuvent se faire en individuel ou en groupe, qui sont vraiment orientés sur les aspects importants de la fonction qui est évaluée. Il faut savoir que les exercices de mise en situation, ils sont limités dans le temps, de nouveau. C'est des situations nouvelles, non maîtrisées pour la personne et qui ne demandent pas de prérequis. Donc, comme je l'ai dit, évidemment, comme toute nouvelle situation, si on est limité dans le temps et qu'on n'a pas la maîtrise de la situation, qu'est-ce qui ressort? C'est des comportements, un échantillon de comportements naturels ou appris au travers des expériences. Et ça nous permet de voir, tiens, quand il n'a pas tous les éléments en main, quels sont ses premiers réflexes? Comment il agit? Comment quels sont les accents qu'il va donner à ses interventions dans le travail. Et évidemment, il y a différents types d'exercices de mise en situation dans un contexte non maîtrisé. Et les plus couramment utilisés, c'est l'exercice d'analyse et de présentation, où on donne un cas. Et sur base d'un temps donné, il doit préparer une présentation qui a pour objectif, par exemple, de transformer une ligne de production ou de réaliser un nouveau plan marketing ou de gérer une fusion entre deux banques au sein d'une région spécifique qui est pilote pour le groupe, et ainsi de suite. Donc, on a énormément de cas en fonction, comme je l'ai dit tout à l'heure, du secteur d'activité et en fonction du niveau de la fonction. On a aussi des jeux de rôle interactifs dans le sens de management. On peut mesurer les capacités à coacher, on peut mesurer aussi le leadership et la manière de gérer des situations conflictuelles, par exemple en management, mais on peut aussi évaluer la capacité à gérer un acheteur, à proposer un produit ou une solution ou un service à un client potentiel, gérer une plainte ou gérer un conflit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je vous l'ai dit, on a aussi des exercices de groupe ou de créativité et de pensée productive. Donc, la panoplie et la palette d'exercices est très, très, très large, qui permet justement, en fonction des circonstances et du type de métier et de la taille de l'entreprise aussi, et de ses enjeux, et de ses valeurs, et de son mode de fonctionnement, d'aller chercher l'outil le plus approprié pour mesurer ce qu'on doit mesurer, pour assurer justement le recrutement, mais aussi l'évolution et le développement du talent dans la fonction. Alors, il y a un processus quand même derrière tout ça. Donc, il faut programmer l'assessment. Il y a plusieurs étapes à respecter. D'abord, via le pôle assessment d'une adresse mail, on prend rendez-vous. Il y a bien sûr en amont l'analyse de la fonction qui a été réalisée, le programme qui a été déterminé. On a aussi un workflow automatisé quand on a une habitude de collaboration qui permet au candidat d'aller lui-même choisir la date à laquelle il va faire l'évaluation en fonction des délais qui sont les nôtres. Il faut savoir que il y a aussi un appel téléphonique et un mail qui sont réalisés si c'est nécessaire pour expliquer le processus, si c'est quelque chose de nouveau dans l'entreprise, et une brochure d'information qui est envoyée aux participants ou aux talents concernés. Alors, il y a toujours une première partie qui se fait sur PC. Aujourd'hui, avant, c'était papier-crayon, on le faisait tout en une seule journée. Aujourd'hui, c'est scindé en deux parties où il y a un check informatique et les tests et les questionnaires en ligne sont envoyés et réalisés 48 heures ou 72 heures avant la journée d'assessment en tant que telle. Et donc, ce travail préparatoire dure 1 à 2 heures. Ensuite, il y a les simulations. Donc, le jour, soit à distance ou en présentiel de l'assessment, on réalise 1, 2 ou 3
exercices de mise en situation en fonction du niveau de fonction et des objectifs qui sont fixés. On peut avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un exercice d'analyse et de présentation et un jeu de rôle. Et on a l'entretien structuré ainsi que les débriefings des questionnaires qui ont été réalisés en amont. Une fois que ça est fait, dans les 3 à 5 jours ouvrables, vous recevez un rapport et une fois que vous avez pris votre décision, si c'est un assessment, c'est-à-dire qu'il y a une décision pour accéder à la fonction ou pas, un feedback est réalisé au talent recruté ou à votre collaborateur interne qui reçoit la promotion. On peut aussi évidemment ne pas avoir à émettre un avis parce que on a décidé de travailler avec ce talent pour pouvoir occuper ce poste, mais on veut le préparer au mieux à prendre ce poste et donc on peut réaliser alors ce qu'on appelle à ce moment-là un development center pour l'aider à accéder à la fonction et à se donner toutes les chances de pouvoir réussir dans la fonction. Donc là, on ne remet pas un avis sur la fonction, mais plutôt on l'aide à co-construire son plan de développement. Et pour ce faire, on peut vous aider aussi par la mise à disposition. Aujourd'hui, on a des parcours par rapport aux soft skills de développement avec de la nourriture digitale, avec du coaching en fonction de vos besoins et de ce que vous voulez mettre en œuvre au sein de votre organisation. Alors, si j'avance encore un peu plus loin, et après j'arrêterai de parler de l'assessment parce que je vais parler de la gestion des talents, mais très brièvement. Quels sont les avantages? On ne va pas vous mettre les inconvénients, on va bien sûr vous mettre les avantages par rapport à cette approche. Pour l'employeur, c'est une sélection ciblée et objective au bout du compte. C'est aussi une approche qui est vraiment très attentive à l'adéquation entre la fonction et la culture dans l'entreprise. Ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui remplit objectivement bien les soft skills attendus et les compétences attendues, mais qui, en termes de motivation de valeur, ne rencontrait pas nécessairement tout l'attendu et de ne pas valoriser la promotion en interne, par exemple. Alors, on a aussi très rapidement, puisque quand on voit ça en une journée, on a une mise en avant rapide et spécifique des points de force et des points de vigilance. On met des mots sur ce qu'on peut ressentir ou voir au quotidien dans le comportement de son talent, ou on peut avoir une photo très rapide de quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui nous permet justement de l'accompagner au mieux. Et donc, ça mesure aussi, ça donne une indication sur le potentiel de développement. On peut voir aussi quel est le plan de carrière ou le plan de développement le plus adéquat et ça travaille votre marque employeur puisque pour le talent ou le collaborateur concerné, c'est une évaluation objective. Ça lui permet d'avoir une photo de ce qu'il est et de ce qu'il fait bien ou moins bien. Il peut aussi, c'est un recrutement externe, avoir des raisons claires sur les raisons de sa sélection, de sa non-sélection. Ça a une valeur sur le marché parce qu'il se connaît mieux et donc il peut davantage, si c'est un candidat externe, un talent externe, avoir une meilleure connaissance de lui-même et pouvoir mettre en avant ses talents autre part dans une organisation qui lui convient davantage. Et donc, de nouveau, on travaille sur la marque employeur et sur le personal branding, comme on peut appeler ça aussi. C'est l'occasion pour le talent, le collaborateur, d'apprendre, de se développer. Et ça peut donner une image aussi pour le talent et le collaborateur de la qualité de l'employeur sur le plan de la gestion du potentiel et du développement des compétences au sein de l'organisation. Voilà pour l'assessment. Maintenant, j'avais envie de rapidement refaire un tour sur la gestion des talents puisque j'ai aussi une casquette RH et donc j'ai travaillé en tant que responsable du développement RH pour le groupe Randstad en Belgique notamment, où j'ai implémenté la culture du feedback. Et aujourd'hui, on a parlé principalement de recruter et promouvoir des talents via la mesure objective des soft skills. Mais si on veut implémenter une culture d'apprentissage au sein d'une organisation, je ne dis pas qu'il faut le faire absolument, je dis simplement qu'il y a différentes étapes à respecter parce qu'une fois qu'on a le constat, qu'on a les conseils en développement, qu'on a le plan d'action, il faut fixer des objectifs qui sont porteurs de sens, qui sont stretchants aussi, qui sont challengeants pour le talent concerné, c'est-à-dire comment je vais exposer mes compétences pour pouvoir les faire évoluer, les faire grandir et évoluer avec ma fonction, et comment je mesure que j'y suis arrivé, bien évidemment. Et pour ce faire, il y a le fameux 70-20-10, donc 70% de l'apprentissage du développement se fait dans l'activité, 20% via le mentoring, le coaching et 10% en formation. Et donc, qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir soutenir ce développement si on est face à
à cette volonté de justement avoir une gestion des talents continue, un apprentissage continu au sein de l'organisation. Alors, j'ai appelé ça conversation continue, mais en fait, c'est comment au quotidien on donne du feedback, parce que ce que j'ai pu déjà constater, c'est que parfois, on n'a pas de feedback et on pense bien faire, et donc l'assessment est parfois un élément de prise de conscience, alors qu'on aurait pu déjà anticiper beaucoup de choses en donnant du feedback sur comment je réalise mes tâches, un feedback qui permet de se remettre en question et de faire évoluer ses pratiques, et idéalement d'avoir une revue des talents qui permet après de relancer le cycle, de refixer des objectifs, de se redévelopper et de continuer à gérer son talent. Et cette dynamique permet, selon moi, d'instaurer une culture d'apprentissage continu. Et donc, si on veut une entreprise qui grandit encore davantage que ce qu'elle ne le fait aujourd'hui, le talent idéal pour moi, quand on recrute, il a de l'audace, il ose expérimenter, il ose faire des erreurs et apprendre ses erreurs. Donc, ce n'est pas juste faire des erreurs, c'est aussi apprendre de ses erreurs. Il doit pouvoir prendre le temps nécessaire pour apprendre et réfléchir, et pas dire j'ai trop de travail, je ne sais pas. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on réalise au quotidien. Il ose aussi apprendre à donner la priorité à son apprentissage pour améliorer ses performances. Il est curieux, tourné vers l'avenir, il stimule les collègues à prendre du temps pour apprendre aussi. Il partage ses connaissances et échange des informations. Vous voyez les liens avec les 4 C, communication, collaboration, pensée critique, créativité. Et il a un esprit tourné vers l'évolution constante. Mais pour avoir un talent idéal, on doit avoir un manager idéal aussi. Donc, qu'est-ce qu'on doit attendre? Enfin, idéalement, donc je suis dans l'idéal, donc on tend vers la perfection sans jamais l'atteindre. Le manager idéal est un exemple concernant l'apprentissage. Il ne se focalise pas que sur le résultat, mais également sur le chemin parcouru. Il aide le collaborateur à sortir de sa zone de confort. Il voit les erreurs comme des opportunités d'apprendre. Il réfléchit avec ses collaborateurs. Il donne la priorité au développement et donne du temps et de l'espace aux collaborateurs ou aux talents et les encourage à apprendre. Voilà. Et de nouveau, quand on réalise un assessment, on peut retrouver, si on veut traduire ce manager idéal, on peut le traduire en un profil de compétences comportementales, en un profil de soft skills qui pourront être évalués au travers de la méthodologie de l'Assessment Center telle que je vous l'ai présentée. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. On va passer la parole à Sandrine qui va nous partager son expérience client. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, je vais vous présenter quelques belles réussites, donc justement avec les équipes de Frédéric. Donc, en fait, on peut accompagner nos clients sur plusieurs domaines, comme vous l'avez compris. Soit nos clients souhaitent faire monter en compétence des collaborateurs internes vers des postes managériaux. C'est le cas de notre client Citel. C'est un acteur mondial aujourd'hui de la relation client, où nous avons fait des assessments de développement et coaching derrière sur des collaborateurs internes qui étaient managers et qui allaient évoluer vers des postes CODIR, donc vers vraiment des postes de comité de direction avec une stature plus dimensionnée. Voilà, donc ça c'est le cas de Citel. Ensuite, soit nos clients décident de recruter par eux-mêmes. Ils ont besoin de valider leurs talents sélectionnés par un assessment center pour sécuriser le recrutement. C'est le cas de la communauté de communes de Pontieux-Marcanterre. Donc, c'est une commune de 33 000 habitants. Donc, on intervient, vous voyez, sur le domaine aussi public. Donc, ils ont recruté des postes de superviseurs et gestionnaires techniques du patrimoine. C'est pareil, les équipes de Frédéric ont effectué des assessments de développement, puis du coaching collectif. Voilà. Le troisième cas que je vous expose, c'est notre client, Carter Cash. Donc là, notre cabinet Randstad Search intervient sur le recrutement de profils de directeurs de magasins. Donc là, on est sur de la distribution spécialisée dans la vente de pneus et pièces automobiles avec à peu près 70 magasins en France. Donc on a recruté les directeurs de magasins et idem, les équipes de Frédéric ont assessé ces directeurs de magasins voilà, pour vraiment sécuriser le recrutement et faciliter l'intégration aussi des talents. Voilà. Alors, est-ce que vous avez peut-être des questions Alors, il y a une question qui a été posée. Donc, culture de l'apprentissage, ne serait-ce pas appréhender
comme un manque de performance. Donc ça a été posé juste après que tu aies fini, Frédéric, Ah oui. de parler. Ok, je suis pas certain de comprendre tout à fait la question, mais culture d'apprentissage, on a tous à apprendre tout le temps. Donc, on peut, quand on réalise un assessment center, on a une courbe de Gauss dans laquelle on positionne le talent. Et donc, on a toujours des soft skills qui sont fortes et on a toujours des compétences comportementales ou des soft skills qui sont en point de risque. Et donc, c'est tout l'enjeu ici, c'est de se dire comment on aide chacun à s'améliorer au quotidien. Et donc, la culture d'apprentissage, si je comprends la question, mais je ne suis pas certain de l'avoir bien compris. Il a complété, excuse-moi, en disant nous sommes dans des stratégies court-termistes. Peut-être que ça peut t'aider. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, mais donc alors à ce moment-là, il faut être encore plus exigeant au niveau de si enfin la culture d'apprentissage, c'est dans oui, c'est dans le temps que ça se réalise. Si on est dans une stratégie court-termiste, effectivement, alors il faut être hyper exigeant sur les soft skills et sur la mesure du potentiel du candidat pour être certain, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'agilité d'apprentissage et le potentiel, c'est la capacité qu'a une personne à rapidement intégrer des informations nouvelles, se les approprier et les mettre en œuvre dans son quotidien. Et donc, on le mesure. Après, ce que je dis, c'est la culture d'apprentissage, c'est si on veut créer une dynamique où on ne subit pas, mais on est proactif, alors ça vaut la peine de mettre en place en plus la culture d'apprentissage qui permet à ces personnes qui ont du potentiel, qui intègrent des informations nouvelles, qui sont capables de les retranscrire très rapidement dans leur contexte de travail ou dans leur réalité de métier, d'avoir encore plus de moyens pour aller plus vite encore et peut-être anticiper certains éléments. Moi, ce que j'ai vu avec la crise Covid, c'est qu'on a eu des entreprises dans lesquelles on avait des projets de développement et ces projets de développement étaient comment est-ce qu'on peut anticiper l'avenir, sauf qu'on n'avait pas encore démarré. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le projet a changé du coup en cours de route. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, on était en train de commencer à mettre le projet en place pour pouvoir justement être initiateur d'eux plutôt qu'en réaction à. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ouais, Je ne sais il pas. te remercie. Il y a une autre question. Donc, comment un coaching correctif peut-il être digital sans intervention humaine? Le coaching, il n'est pas digital, hein, et donc il est en visio, donc c'est deux personnes qui sont en échange. Et il faut savoir que quand on est sur de l'assessment de développement et du coaching, il y a toujours un moment où on fait du présentiel parce que c'est important de se connecter. Et donc dans le processus, je n'ai pas expliqué tout ce processus-là parce qu'il y a plusieurs types de processus, il y a un moment où l'assesseur coach rencontre aussi en présentiel et se connecte avec le participant ou le talent concerné. Parce que c'est important cette connexion, ce rapport de confiance qui se construit. Et puis après, on peut se permettre de travailler à distance. Et de nouveau, aujourd'hui, que ce soit dans le secteur public ou dans les entreprises privées ou dans le non-marchand ou dans des entreprises de taille moyenne à des grands groupes, ça fonctionne. Maintenant, voilà, peut-être que je me leurre, mais pour l'instant, selon moi, les retours sont positifs. En tout cas, les clients sont toujours là et quand ils sont là depuis longtemps. Donc, Peut-être que tu peux te mettre sur les cartes de visite pour que les personnes puissent avoir vos coordonnées si jamais ils ont des questions complémentaires ou qu'ils ont besoin de plus d'informations. voilà, je suis désolé, j'ai un numéro de portable belge. Donc, je suis basé à Paris. Ne sois pas désolé, c'est pas dramatique. Quand même. Non, bah sinon, il y a ton adresse mail. Voilà. Mais oui. Et tu as un homologue également en France si besoin. Oui, tout à fait. J'ai une équipe assez étoffée en France qui peuvent m'accompagner dans votre accompagnement. Et tu interviens aussi sur les Hauts-de-France. Il y a quelqu'un qui dit personne n'est parfait. Je suppose que c'est parce que tu es belge. Oui, c'est ça. Et donc, j'essaie de tendre vers la perfection, mais j'y arrive jamais. Et j'essaie de me remettre en question, mais je ne peux pas faire grand-chose contre ça. Ok. Donc du coup, on a déjà des remerciements. Donc effectivement, donc il y aura le replay de ce webinaire qui sera mis à disposition
Donc sur la page LinkedIn de Randstad Search. Donc, je vous invite à aller la suivre si vous ne la suivez pas déjà. Et puis en plus de ça, donc si vous avez été invité par des consultants, managers, enfin collaborateurs du groupe Randstad, ils n'hésiteront pas du coup à vous transmettre le lien et toutes les informations disponibles pour visualiser le replay en entier. Voilà. Bon, tu as des fans, donc vive la Belgitude. Voilà. Eh ben, Tu vois? écoutez, merci en tout cas à tous pour votre participation. Merci Sandrine et merci Frédéric pour votre intervention. Et puis, Bonne journée à tout le monde. à bientôt. Merci à tous. Bientôt, à bientôt.